sous Patassé, globalement aussi, la gestion qui commençait déjà à être clanique, hein, et, et ethnique, etc., et familiale, elle s'est sous Kolimba, je veux dire, elle s'est poursuivie sous Patassé. Donc, c'est pareil, je passe les Et détails, hein. pourtant, il a été élu démocratiquement. Il a été élu, mais ça n'a pas empêché qu'il y a eu des pogroms contre les Oh là Yakomas là. d'avant, etc. C'est tout ça qui nous a menés vers la débâcle d'aujourd'hui, en fait. Hein, quand on met, c'est comme des morceaux de puzzle, vous savez, qu'on met les uns après les autres, et après on arrive au résultat final. C'est tout ça. Et donc, la gestion de Patassé a été également très clanique, très. Dans l'armée, il y avait que des Saras. Dans l'administration, donc les Yakomas et tout le reste. Vous voyez comment le clanisme est arrivé petit à petit, qui n'existait pas avant, hein. Et Hum. donc, dans l'administration, etc. Et voilà, il y a eu des milices de Patassé. Et c'était en fait une gestion du pouvoir qui est devenue très, très sanglante, hein, très sanglante. C'est-à-dire que des gens se faisaient. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketchou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketchou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. DCI RDA depuis la Côte d'Ivoire, et ensuite sur plusieurs plateformes numériques. Nous recevons aujourd'hui Madame Marie-Reine Hassen. Bonjour, bonsoir Madame Chevaux. Bonsoir, docteur Jean-Aimé Mouketchou, et bonsoir, Jacques. Roger, voilà, Roger. Jacques Roger. Bonsoir, Jacques Voilà. Roger. En tout cas, merci Et d'avoir bonsoir à tous les accepté. auditeurs, évidemment. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes économiste spécialisé en développement. Vous êtes une femme politique, femme aussi diplomatique. Vous êtes centrafricaine. Vous avez été formée en France. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures en économie et en commerce international que vous avez obtenu à l'Institut d'études de relations internationales, donc à Paris en France. Vous avez aussi une formation universitaire que vous avez poursuivie aux États-Unis. Plus précisément, vous avez un master, vous avez préparé un master en relations internationales à l'Université de Maryland. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Donc, vous avez un profil d'une femme qui a une grande expérience politique, une grande expérience diplomatique. Alors, la première question, je voulais vous demander, face à cette crise sanitaire à l'échelle planétaire, on parle du Covid, du coronavirus, comment vous vous sentez, vous, en tant que femme politique qui aspire à gérer un jour votre pays, la République centrafricaine? Eh bien, face à cette pandémie qui n'a pas raté la République centrafricaine, hein, qui a commencé en Chine, puis qui a atteint les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis et finalement l'hémisphère sud, alors qu'on espérait que ça n'allait pas atteindre l'hémisphère sud. Mais voilà, nous nous retrouvons également avec ce coronavirus en Centrafrique. Et donc, nous en tirons d'importantes leçons, en fait, hein, parce que déjà, la République centrafricaine est un pays qui, depuis quelques décennies déjà, hein, 3 décennies à peu près,
n'arrête pas d'aller à reculons. Et donc, nos services de santé, notre organisation de santé, en fait, est absolument presque inexistante. C'est-à-dire, pour parler plus simplement, nous n'avons plus les hôpitaux que nous avions avant, nous n'avons pas de centre de santé partout, nous n'avons pas les équipements et ce coronavirus est arrivé à un moment où l'État n'a pas encore réussi à sortir de notre marasme et à pouvoir remettre les organes de santé et également de l'éducation. En fait, tous les organes en République centrafricaine sont absolument déficitaires. Et donc, voilà, nous sommes dans une situation qui, je l'espère, ne va pas se compliquer, mais qui risque très probablement de se compliquer d'après ce qu'on comprend. Voilà. D'accord. Alors, à propos du Covid-19, le coronavirus, je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs que ce Covid-19 touche 188 pays donc, de nos jours. Il y a 4,4 millions, plus de 4,4 millions de personnes qui ont été atteintes. Et on nous signale aussi qu'il y a plus de 303 000 donc, personnes qui sont décédées donc, de ce Covid. Mais attention, précisons aussi qu'il y a eu 1,6 million de personnes qui sont sorties donc, face à cette pandémie, donc guéries. Alors, la première question que je voulais vous poser, Madame Marie-Reine Hassen, j'ai oublié de signaler que vous êtes polyglotte, hein, vous parlez plusieurs langues. Oui, c'est ça. Vous parlez anglais, français, italien. Je crois que vous parlez aussi une langue peul qui s'appelle comment? C'est la langue des Peuls qui s'appelle le Fulfulde, ou alors ça dépend des pays. Ça se parle partout sur le continent africain. Hein. Chez nous, on appelle ça le Fulfulde, le Peul. Où précisément? Les Peuls, il y a des Peuls en République centrafricaine? Ah oui, absolument. Il y a des Peuls en Centrafrique, il y a des Peuls au Tchad, il y a des Peuls au Cameroun, il y a des Peuls un peu partout en Afrique. C'est une population assez nomade. Hein. D'accord, très bien. Alors, première question que je voulais donc vous demander, comment expliquez-vous le faible taux de victimes en Afrique subsaharienne quand on parle du coronavirus et quel est le niveau, autrement dit, de la recherche dans les pays africains, pourquoi pas dans votre pays, par rapport à ces virus, bien sûr. Écoutez, hier, j'avais un chiffre qui était de 221 personnes atteintes de coronavirus. Et aujourd'hui, j'ai reçu un autre chiffre pour la journée d'aujourd'hui qui est monté à plus de 300, 360 par là. Et par contre, on a 0 mort à ce qu'on dit. Hein. Bon, maintenant, vous parliez de la recherche. On ne peut pas parler… de la recherche. Au niveau à l'échelle africaine, hein, il y a des centres de recherche. Par exemple, au Gabon, il y a, je crois, un centre de recherche international spécialisé au niveau donc, de la santé, de la médecine, qui se trouve à Franceville. Est-ce que dans votre pays, la recherche scientifique dans le domaine, bien sûr, de la médecine est avancée? Avez-vous un centre de recherche? Non, non. Et en fait, on n'a pas de centre de recherche malheureusement. Et dans mon projet de société, car vous n'êtes pas sans savoir que je souhaite prendre la tête de mon pays pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir offrir un niveau de vie supérieur aux populations et complètement mener le pays vers le développement. Donc, dans mon projet de société, par rapport à la recherche, j'ai pensé qu'il était extrêmement important de créer un centre de recherche, et ça se trouve dans mon projet de société, et pourquoi pas plusieurs centres de recherche médicale,
mais aussi dans d'autres domaines, comme nous en avions à l'époque. Nous avions un centre de recherche à Boukoko, en zone de forêt, dans le sud, et par contre qui faisait de la recherche au niveau de l'agriculture. Et voilà. Donc, c'était un centre qui marchait extrêmement bien. Et donc, voilà, tout ça, ça fait partie de mon projet de société. D'accord. Alors, restons un peu à l'échelle africaine. Que pensez-vous du médicament qui est proposé par Madagascar pour soigner le Covid-19? Êtes-vous prête à l'expérimenter, par exemple, dans votre pays? Et je voudrais aussi vous poser une autre question. N'est-ce pas là un bel exemple de coopération sud-sud? Absolument, absolument. Nous sommes au 21e siècle aujourd'hui, docteur Mouketou, et je pense qu'il est temps que nos pays africains pensent à mettre l'accent sur la coopération sud-sud. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, et lorsque j'étais au ministère des Affaires étrangères et également la coopération internationale, c'est toujours quelque chose sur lequel j'ai cherché à mettre l'accent. Et donc, par rapport au coronavirus, c'est un bel exemple aussi de cette coopération sud-sud, parce que nous avons le président de Madagascar qui fait la promotion aujourd'hui d'un produit qui n'est pas un médicament. Il l'a bien précisé, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas censé guérir le coronavirus, mais c'est censé aider à surmonter en fait ce phénomène-là. Et je vais faire une petite parenthèse, docteur Mouketou, c'est que lorsque nous étions enfants en Afrique, et ça se fait toujours d'ailleurs, les grands-parents, la grand-mère en général ou les tantes, nous soignaient quand nous avions de la fièvre, du palu ou quand nous étions enrhumés ou quand nous toussions. Elle allait dans la brousse à côté, elle ramenait des feuilles et qu'elle faisait des végétaux qu'elle faisait bouillir dans une énorme marmite. Et ensuite, on nous couvrait et on transpirait. On était tellement mal à ce moment-là, avant ce traitement-là, mais le lendemain, on galopait. Il n'y avait plus rien. On transpirait et après, il n'y avait plus rien. Et donc, nous avons en Afrique, de toute façon, de manière générale, tout le monde le sait, nous avons des produits, nous avons ce qu'il faut dans la nature pour nous soigner. Et d'ailleurs, c'est ce que les populations primitives, autochtones, ont toujours fait. Et ça les soigne parfaitement bien. Les laboratoires occidentaux vont également puiser dans ce que nous avons en Afrique pour sortir des médicaments. Alors, pourquoi est-ce que puisque nous avons expérimenté, et comme tous les Africains, nous avons expérimenté ces traitements locaux, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser maintenant? À l'échelle, par exemple, à l'échelle planétaire. Ah oui, à l'échelle planétaire, puisque ce produit de Madagascar a été distribué gracieusement, d'ailleurs on remercie le président de Madagascar d'avoir fait ça, a été distribué gracieusement à beaucoup de pays africains. Je pense qu'ils vont continuer à le donner à de nombreux autres pays africains, ceux qui acceptent. Alors pourquoi ne pas accepter ça, tester ça, utiliser et ensuite faire en sorte. Et d'ailleurs, c'est un bel exemple. Vous m'avez posé la question de coopération sud-sud. Et oui, de coopération sud-sud et aussi de mise en place d'un laboratoire de recherche qui marche. Parce qu'il me semble qu'il y a, en matière de coopération sud-sud, qu'il y a un médecin ou un chercheur plutôt, de RDC, qui est à Madagascar dans ce laboratoire-là et qui a fait partie de ceux qui ont fait la recherche et qui ont découvert ce produit. Donc, pourquoi ne pas faire ça? Donc, je suis tout à fait pour. Et si ça ne dépendait que de moi, je crois que je ferais bénéficier les populations de ce produit-là. Est-ce qu'on peut parler d'échec diplomatique de l'Afrique, puisque vous avez une grande expérience diplomatique. Je voulais signaler que vous avez été ambassadeur de votre pays en République du Sénégal, de 2004 à 2006.
C'est Voilà. ça. Est-ce qu'on peut parler d'échec diplomatique, c'est-à-dire que les diplomates africains qui n'arrivent pas à vendre cette médecine traditionnelle à l'échelle mondiale? En fait, c'est au-delà de ça, docteur Mouketou. C'est pas un échec diplomatique, c'est tout simplement un échec de gouvernance, parce que tout remonte à la gouvernance. Si nos pays sont bien gouvernés comme nous le pensons, donc on ferait la promotion, chaque pays africain ferait la promotion de ses médecins, de ses laboratoires, on mettrait en place des laboratoires et on ferait la promotion de nos produits. Prenons la nivaquine par exemple, la chloroquine dont a parlé le professeur Raoult et qui est censée guérir le coronavirus. Mais cette chloroquine, cette quinine, elle existe dans nos forêts. Je crois que vous êtes du Gabon, moi je suis de Centrafrique, on a les mêmes forêts avec le Cameroun et tout ça. Mais la nivaquine existe dans nos forêts. C'est de là qu'on puise ce produit-là pour le transformer. Alors, ça rejoint également une part de mon projet de société qui dit, si nous voulons nous développer en Afrique, nous devons produire chez nous. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de produire cette nivaquine, cette chloroquine ou toute autre forme de médicaments qui pourraient sauver nos populations, qui pourraient traiter nos populations? Pourquoi est-ce qu'on attend que l'Occident vienne puiser nos matières premières? Là, je parle de toutes ces richesses qui sont dans nos forêts, hein, toutes ces plantes qui guérissent, ces racines, etc., ces écorces. Et pourquoi est-ce que aujourd'hui nous sommes au 21e siècle? Il est peut-être temps qu'on se ressaisisse et qu'on mette notre bonne gouvernance en marche et oui, que on favorise ces choses-là. Pardonnez-moi, Oui. quand vous parlez de gouvernance, quand on prend la gouvernance à l'échelle de Madagascar, on peut dire que sur le plan de la recherche scientifique, ça marche, donc la gouvernance est bonne. Mais pourquoi à l'échelle africaine, il y a une instance panafricaine qui existe, l'Union africaine? Pourquoi l'Union africaine n'arrive pas à vendre cette recherche qui existe, par exemple, à Madagascar, à l'échelle mondiale, comme on le voit, par exemple, avec l'association de 27 États en Europe, hein? Il y a l'Union européenne, par exemple, qui a mis des moyens pour chercher un vaccin qui pourrait soigner, pourquoi pas, dans 1 an, 2 ans, le Covid-19. C'est assez délicat. Autrement dit, est-ce qu'on peut parler d'échec de l'Union africaine? C'est assez délicat comme question parce que vous voyez, comme vous n'êtes pas sans le savoir, hein, l'Union africaine est financée par l'Europe, par l'Union européenne. Et donc, il y a un terme anglais, vous savez que j'ai vécu longtemps aux États-Unis et que je parle parfaitement l'anglais. Il y a un terme qui est très précis en anglais qui dit « beggars are not choosers ». C'est que nous sommes, en Afrique, nous sommes encore dans une position de quémandeur. D'assister éternel, vous voulez dire? D'assister, voilà. Donc, on peut pas… et donc, effectivement, c'est le rôle de l'Union africaine de favoriser ce développement dans chaque pays africain. Mais comme nous n'avons pas l'autonomie, en fait, de décision, et voilà, donc nous pataugeons. Alors, avant de revenir sur votre pays, vous avez parlé de la chloroquine. Finalement, la polémique sur l'hydroxychloroquine qui tend vers la fin depuis les premiers résultats d'essais cliniques randomisés, vous me permettez l'expression. Qu'en pensez-vous, Madame Marie-Reine Hassen? Là, je pose un peu une question, c'est vrai que c'est en rapport avec la médecine, mais en tant que diplomate, hein, diplomate professionnel, que pensez-vous de cette polémique? C'est la fin, là. Mais en fait, je me dis une chose, hein, oui. Je reste toujours, j'essaie de rester dans la logique. La logique voudrait que nous nous disions, ce virus-là, dans le monde, à travers le monde, personne n'a encore trouvé de solution. Personne n'a encore trouvé de remède, de médicament pour ça, pour le traiter.
On est bien d'accord. À partir du moment, excusez-moi, je vais prendre Je une vous en gorgée prie. d'eau. Je vous en prie. À partir du moment où il n'y a pas de traitement, pour le moment. Mais Il y a des que... propositions, des solutions qui sont, Oui, disons, il y a qui de la sont proposées. Par recherche. exemple, le professeur Didier Raoult, il y a Madagascar qui propose. Oui, mais il n'y a Il y a pas. des oppositions C'est à ça, c'est ça. l'échelle. Bon, il y a des tentatives, il y a Madagascar, il y a Raoult, il y a la chloroquine et tout ça. Mais il n'y a pas, on n'a pas admis encore au niveau de l'OMS un traitement. Un traitement. Et à partir de ce moment-là, pourquoi ne pas accepter d'utiliser cette hydrochloroquine pour traiter les patients, puisque de toute façon, si on ne le fait pas, il n'y a pas de traitement et que ces patients vont mourir. Donc, autant le faire, il vaut mieux ça que rien. C'est la même chose, je dirais la même chose pour ce produit qui vient de Madagascar. Autant l'utiliser plutôt que de ne rien avoir et de laisser les gens mourir. Parce que vous savez que dès qu'on les met sur respirateur, dès qu'ils sont intubés, il y a de fortes chances que ces personnes-là meurent. Donc, moi, je suis pour utiliser la chloroquine. Et puis, il y a aussi, dans la discussion par rapport, dans la polémique, on dit, certaines personnes, ce n'est pas tout le monde, disent que ce produit est un poison. Mais non, ce produit ne peut pas être un poison, puisque vous, moi et beaucoup d'Africains avons grandi en Afrique en prenant cette nivaquine pour lutter contre le paludisme, pour nous protéger contre le paludisme. Et si c'était un poison, on serait mort, on ne serait pas là en train de se parler. Et la plupart des Africains seraient morts. Donc non, ce n'est pas un poison, c'est un excellent produit. Maintenant, nous sommes vivants, nous sommes voilà, des bons exemples de cette chloroquine qui ne tue pas, qui n'est pas un poison. Voilà. D'accord. Voilà, je voudrais rappeler à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent sur Afrique 2050, émettant depuis les États-Unis. Et nous sommes également écoutés depuis Abidjan et dans d'autres villes donc, de Côte d'Ivoire sur la radio PDC EDEA. Nous avons donc Madame Marie-Reine Hassen, qui est économiste, femme politique et diplomate centrafricaine, qui a donc une très grande expérience au niveau des relations internationales. Alors, restons un peu dans ce domaine. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, est-ce qu'elle est en train de glisser doucement vers une mort clinique avec tout ce qu'il y a comme problème, retrait des États-Unis avec ces plus de 14% de financement? Vous, en tant que diplomate professionnel, est-ce qu'on peut parler d'échec de cette instance de santé internationale? Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a une grande méfiance aujourd'hui par rapport à l'OMS, parce que il y a toute une affaire de vaccins, il y a le Covid évidemment, il y a les vaccins, il y a des questions que les gens se posent, vous savez, docteur Mouketou, par exemple, quand on nous dit qu'on va vacciner les populations africaines contre le Covid. Mais vous savez, vous et moi et de nombreuses autres personnes, qu'un vaccin, on fait la recherche pour trouver un vaccin dure des années. On ne va pas le faire comme ça en une semaine et aller vacciner les populations africaines. Il faut au minimum une année pour trouver un vaccin. Alors quand on dit, puisque le Covid c'est un phénomène récent, et on nous dit on va vacciner les populations africaines. Donc les Africains se méfient, c'est normal. Ils se disent mais c'est quoi ce vaccin ? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de nombreux morts? En Centrafrique, il n'y a pas un seul mort, par exemple. Il y a d'autres pays africains où il n'y a pas de morts, où il y a très peu de gens touchés par le Covid. Alors, les gens se posent des questions. Pourquoi on vient nous vacciner, nous, et pas ces populations occidentales, mais qui meurent par paquets, par milliers? Et donc, voilà, il y a ce phénomène-là. Et il y a également, je parle de la Centrafrique, on voit arriver
on voit arriver un pont aérien. L'Union européenne et la France mettent un pont aérien pour certains pays, dont la Centrafrique, pour apporter du matériel, des tonnes de matériel par rapport au Covid et des experts, etc. Alors, on se demande, les populations se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce matériel qui arrive alors que nous n'avons pas d'épidémie de Covid pour le moment. Quelques personnes sont atteintes, mais on survit. Alors, c'est quoi? Et ça veut dire que puisqu'on en est à la phase expérimentale, en ce moment, partout dans le monde, ceux qui font la recherche, on en est à la phase expérimentale. Et vous savez que quand on est dans l'expérimentation, ça crée des suspicions. On doit tester sur soit des animaux, soit des êtres humains ou les deux. Bon, bref. Et alors les populations se méfient en se disant mais on est venu là pour faire le test sur nous. Donc on peut nous injecter également un vaccin, c'est ça, hein, c'est qu'on vous injecte le virus pour provoquer des réactions. Enfin, on ne va pas entrer dans le côté technique, mais les populations se méfient et je les comprends. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi le phénomène de la mondialisation qui est responsable du faiblissement de cette instance qui s'occupe de la santé dans le monde, avec le phénomène de ce qu'on appelle les activistes africains qu'on retrouve un peu à l'échelle planétaire. Moi, je vois, ils sont nombreux, qui font passer des messages en disant aux Africains, attention, il ne faut pas accepter des vaccins, il ne faut pas, parce que ces vaccins ne sont pas encore mis au point, ce sont des essais. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce phénomène de la mondialisation utilisé par les activistes africains qui affaiblit cette instance internationale? Bien évidemment, parce que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes au XXIe siècle, donc nous avons ces instruments-là, nous avons Internet, nous pouvons communiquer, etc. Donc aujourd'hui, les populations sont informées au jour le jour. Et c'est ce qui fait que, vous savez, j'ai vu des images sur Internet, sur Facebook, d'enfants africains complètement handicapés, mais physiques, hein, mais c'était terrible. Tout un tas d'enfants dans qui semble être un orphelinat, etc. Et ce sont des enfants qui ont été vaccinés ou sur qui on a fait des tests. Et ce qu'on disait, c'est que ces enfants, on n'avait pas posé la question aux parents au préalable, mais même si on l'avait fait, comme nos populations en majorité sont maintenues dans l'ignorance, ils ne savent pas ce qui se passe, d'où l'intérêt d'avoir la mondialisation qui fait que les gens savent de plus en plus. Et donc, c'est ce qui fait que voilà, les populations aujourd'hui se méfient. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, cette mondialisation, hein, si ça permet d'ouvrir l'esprit des Africains, de leur faire comprendre ce qui se passe réellement à l'échelle du monde, sauf dans certains pays où l'Internet n'arrive pas partout, des pays comme le mien qui n'ont pas d'électricité. Nous avons pas d'électricité. On reviendra sur… Voilà, donc c'est un peu compliqué pour les populations de se tenir au courant aussi. Hein. D'accord. On reviendra donc sur cette deuxième partie de notre édition. Restons un peu à l'échelle planétaire. Alors, l'idéologie de l'absence des frontières, c'est bien, hein, ça marche quand tout se passe bien. Et quand il y a un virus, une pandémie, une épidémie qui touche certaines régions, bien à l'échelle mondiale, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, absolument. Restons un peu dans chacun pour soi, Dieu pour tous. Quelle est l'analyse que vous faites sur ces régimes africains qui refusent de démocratiser les élections et face à cette pandémie, qui se sont retrouvés avec les peuples qui n'arrivent pas à gérer en construisant des hôpitaux. Et je voulais faire une transition.
est-ce que la politique de santé dans votre pays protège vraiment les populations centrafricaines? Ah oui, là, on passe sur un autre Voilà. sujet complètement différent, mais ça mérite d'être posé. Euh, Évidemment, en République centrafricaine, on n'a pas de système de santé. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Oui, dites-moi. Là, vous êtes en Occident, je pense que vous êtes en France ou je ne sais pas, aux Oui, oui, j'ai États-Unis. été retenue ici par, on vient d'en Voilà, parler, par le Covid. voilà, La fermeture des frontières. vous ne devez pas être en France, vous ne devez pas être aux États-Unis, vous devez être en Afrique, vous devez C'est être ça, chez vous. c'est Euh, ça. et moi, je vous pose cette question. On a vu des dictateurs africains, en fait, qui étaient coupés du monde et qui, finalement, beaucoup se sont rendus compte que ils sont avec leur population, sans hôpitaux, sans sécurité sanitaire. Alors, moi, j'aimerais avoir un peu votre point de vue et, par rapport à cette situation. C'est-à-dire, la question, en fait, euh, elle concerne le système de santé, en fait, de Centrafrique et de l'Afrique en général. C'est ça la Voilà. question? On parle de l'échelle africaine à l'échelle centrafricaine, plus réduite, Ouais. oui. Vous voyez, ce qu'on voit, puisqu'on parle de problèmes de santé, on parle de nos dirigeants, hein. Mhm. On ne fait pas d'efforts. Je parle de manière globale, sauf certains pays hein, que je citerai en exemple plus tard. Vous avez par exemple l'Afrique maghrébine. Oui, mais moi je parle plutôt de pays africains parce que vous savez, chez moi, nous avons le diamant, l'or, nous avons l'uranium. En fait, c'est un pays potentiellement immensément riche. Mhm. Et beaucoup de mes compatriotes disent, mais nous sommes maudits parce que nous avons les richesses, mais nous sommes les plus misérables sur la terre, ce qui est vrai. Mhm. Mais en fait, c'est pas une malédiction. C'est juste une question, en fait, c'est juste une question de gouvernance. Donc, pour en revenir à votre question qui était les centres de santé, donc les, Est-ce que les dirigeants, populations, en fait, les dirigeants ne développent pas nos pays, ne mettent pas en place. Vous savez, il y a trois choses très importantes hein, quand on dirige un pays. Mhm. Il y a l'éducation, c'est extrêmement important. Il y a la santé, qui est extrêmement important. Et puis, bon, dans la santé, vous avez l'eau, parce que c'est un droit à la vie, l'eau courante. Les populations doivent avoir de l'eau potable, de l'eau courante. Et donc, tout ça, on ne s'en occupe pas. Et donc, je L'électricité. pense que les populations sont négligées. Donc, on ne développe pas les hôpitaux, on ne développe pas les écoles. Chez moi, enfin, c'est un mouroir, hein, les hôpitaux. C'est même pas la peine d'y aller. Moi, quand j'ai été ministre, j'avais donné comme instruction à mon entourage, si je tombe malade, ne m'emmenez surtout pas à l'hôpital et surtout ne laissez pas, ne permettez pas qu'on me pique avec quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Mais aujourd'hui, ce qui est bien avec cette pandémie du Covid, c'est qu'on est tous coincés. Bon, moi, je suis coincée en Europe, encore ça va, mais les personnes qui sont coincées en Afrique, ce n'est pas seulement les populations, c'est également les dirigeants, puisqu'il n'y a plus d'avions. Donc, ça veut dire que Ils viennent plus se faire soigner en Occident. Ben oui, ben voilà. Donc, ils ne vont plus prendre dans les caisses de l'État comme ils ont l'habitude de le faire, pour sauter dans le premier avion avec des millions en poche pour venir se faire soigner en France. Maintenant, quand ils attrapent le coronavirus, ils sont à la même enseigne que tout le monde. Donc, ce coronavirus a fait une belle leçon à tous nos dirigeants pour dire nous sommes tous des êtres humains et que quand ça concerne la santé, nous devons être tous traités de la même manière. Donc maintenant, quand vous allez être malade, eh bien, vous allez mourir aussi de la même manière que le pauvre paysan dans son coin mourra du coronavirus. Donc c'est la même chose, on est tous à égalité. Ce qui fait D'accord. et j'espère que ça fera une leçon à nos dirigeants et qui se mettront maintenant à construire des centres de santé, des hôpitaux dignes de ce nom
et qu'on se tienne prêt pour les prochaines vagues, parce qu'on nous apprend qu'après le coronavirus, il y aura encore des choses qui seront pires que ça. Alors, il est temps qu'on se prépare. Voilà. Et comment voyez-vous le monde d'après, ou précisément l'Afrique d'après, par rapport à après cette pandémie de Covid-19? D'abord, économiquement, je crois que c'est mondial. Hein. Il va y avoir de sacrés problèmes du point de vue économique. Et l'Afrique ne va pas y échapper. Ça va être encore pire. Donc, du point de vue économique, on était déjà très faible, sauf certains pays, évidemment, d'Afrique. Hein. Mais il va y avoir des répercussions quand même assez graves. Déjà, on le voit maintenant, le prix des denrées alimentaires de base a augmenté, le prix de toutes les denrées alimentaires. La vie, en fait, est devenue très compliquée. Déjà que ça l'était avant, mais maintenant, c'est devenu extrêmement compliqué. Donc, tout va être cher, alors que les moyens des gens ont baissé avec cette épidémie de coronavirus et cette pandémie et le fait que les gens sont obligés de rester chez eux, etc. Nous avons une économie qui ne nous permet pas de faire ça. Tout le monde n'est pas fonctionnaire, tout le monde n'a pas un métier qui permette de recevoir quand même son salaire ou son chômage. On n'a pas ce système-là. Donc les gens sont obligés, c'est pareil un peu partout en Afrique, les gens doivent sortir pour gagner leur vie. Ils ne peuvent pas rester enfermés. Ils doivent sortir pour vendre ce qu'ils vendent d'habitude pour pouvoir gagner leur vie. Et donc, je pense que le monde, en fait, l'Afrique va beaucoup changer. Et j'espère que nos dirigeants, en tout cas, je parle de certains. Voilà, justement, est-ce que vous pensez qu'il y aura, vous n'êtes pas Madame Soleil, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura quand même une prise de conscience du côté de ces dirigeants qui se diront, oh là là, on pensait qu'on était hyper protégés avec cette pandémie, on se retrouvait un peu avec un peuple qui, pourquoi pas, plus tard, peut se soulever, etc. Est-ce que vous voyez une prise de conscience auprès de ces dirigeants africains? Oui, de certains dirigeants africains, je pense qu'il y a une… D'abord, dans votre pays, c'est possible, votre président, il pourra dire, bon, là, on essaie un peu de faire la transition pour prendre la deuxième partie. Est-ce que vous pensez que face à cette crise, il peut changer de gouvernance, quoi, la façon de gouverner? Écoutez, bon, je peux émettre un vœu pieux, hein, comme on a l'habitude de le faire. Le vœu pieux, c'est de dire, j'espère qu'il y aura une prise de conscience, j'espère. Mais vous savez, il nous est arrivé tellement de choses en Centrafrique depuis quelques décennies, et que j'appelle la descente aux enfers. Il nous est arrivé tellement de choses que s'il y avait vraiment une prise de conscience de nos dirigeants, s'ils se préoccupaient vraiment des populations et du développement du pays, je pense qu'on n'en serait pas là. Donc, j'espère, évidemment, en vœu pieux qu'il y aura une prise de conscience, mais j'ai de bonnes raisons d'en douter. D'accord, très bien. Alors, nous allons faire la transition, hein, puisque nous parlons de la République centrafricaine. Oui. Donc, vous êtes une femme politique, vous avez été plusieurs fois ministre, vous êtes diplomate de carrière, vous êtes économiste, donc sur le plan professionnel. Alors, quand on parle de la République centrafricaine, on voit, si vous voulez, les différents régimes en Occident. En France, on parle de la Première République, Deuxième République, mais nous allons plus parler des présidences. Il y a eu le président d'Akou, puisque vous avez obtenu votre indépendance en 1960. Ensuite, l'empereur Jean Bédel Bokassa. Et Dakou est revenu au pouvoir, je pense après, en 1979. Après, c'était André Kolimba, qui est arrivé au pouvoir en 1981. Et ce dernier a quitté le pouvoir après un échec électoral. Il y a certains qui disent suite à un coup d'État.
Mais enfin, en fouillant, je n'ai pas vu cette analyse, si vous voulez, donc de force qui l'a empêché donc de poursuivre donc son pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut dire, Madame Marie-Reine Hassen, affirmer que la République centrafricaine, depuis la présidence de ces chefs d'État que je viens de citer, votre pays est ingouvernable et en lambeaux et divisé, vous me permettez l'expression, et en partition, en fait, vous ne pouvez plus le gérer, puisque depuis la mort de ces chefs d'État que j'ai cités, apparemment, ces qualificatifs tiennent, quoi. Sauf si vous voulez me dire le contraire. Ça vous gêne, cette question? Je vous vois un peu gêné. Non, 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 c'est que je suis en train de me demander à partir de quand je vais historiquement aborder ce problème, parce que vous savez, notre descente aux enfers, comme je vous l'ai dit, s'est fait sur plusieurs étapes. Mais vous expliquer ces étapes-là prendra beaucoup de temps. Donc, je vais essayer de résumer. Cette descente aux enfers. Pardonnez-moi, vous savez pourquoi je pose cette question? Oui, dites-moi. C'est vrai qu'on pouvait critiquer la présidence, par exemple, de M. Bokassa, la présidence de David Dacko et des autres chefs d'État que j'ai cités. Mais l'État existait, l'État vivait, l'État fonctionnait dans les différentes régions. Quand je parle de partition, vous confirmez que depuis la disparition de ces chefs d'État qui peut-être n'ont pas bien géré le pays, mais la relève qui est arrivée, et quand on fait le bilan est catastrophique dans tous les domaines. Il faut savoir, en fait, je voudrais, pour ceux qui ne connaissent pas bien la République centrafricaine, très brièvement dire qu'il y a, à mon avis, que les choses se divisent en deux grandes étapes, en fait. La première étape, c'est après l'indépendance. Donc, nous avons eu David Dacko. Et à ce moment-là, les populations vivaient correctement, c'est-à-dire que l'agriculture se développait. Il avait commencé à mettre en place l'industrie. Il y avait également l'élevage, vous savez, les transhumants. Il n'y avait pas de problème. Ma grand-mère à moi était une éleveuse, c'est-à-dire qu'elle possédait des troupeaux qu'elle faisait transhumer par les Mbororo, elle-même étant Fulbe. Il y a une différence, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, les choses se déroulaient à peu près bien. Donc ça, c'est la période de Dacko au départ. Et il y a eu le coup d'État de Bokassa. Pourquoi? Pas parce que le pays était mal géré. C'est tout simplement parce que Dacko a commencé à se tourner vers la Chine. Et donc, nous avons eu des Chinois qui sont arrivés en Centrafrique et ça n'a pas plu à la France, il faut le dire franchement. Et donc, malheureusement, il y a eu un coup d'État à ce moment-là, c'est-à-dire que Bokassa a été parachuté. Voilà. Bon, parachuté, c'est-à-dire coup d'État. Donc, mais la période Bokassa, il faut dire que c'était un dictateur. Donc, je vais rapidement parce que c'est après que ça va nous intéresser. Mais rapidement, il faut savoir que sa dictature a été très dure. On a éliminé une grande partie de nos officiers, de nos solides officiers dans l'armée. On leur a collé des complots sur le dos, on les a éliminés. On a également éliminé une grande partie de l'intelligentsia centrafricaine à ce moment-là, etc. Il y a eu tout un tas d'événements que certains d'entre vous ont suivis, mais au final, économiquement, les Centrafricains vivaient bien. Il faut le reconnaître, il faut rester objectif. Moi, je reste toujours objective. Donc, il a continué en fait ce que Dacko avait démarré, c'est-à-dire le développement de l'industrie.
Ça prendrait beaucoup de temps pour vous expliquer, vous parler un peu de toute l'industrie qui se développait à ce moment-là, mais disons très rapidement qu'à ce moment-là, on avait le meilleur cigare au monde, le deuxième meilleur cigare au monde après la Havane. C'était la Centrafrique qui produisait ça, parce qu'on était des producteurs de tabac. On avait une industrie cotonnière et c'était nous qui fournissions, par exemple, des treillis de l'armée à beaucoup de pays de l'Afrique de l'Est, hein, etc. Donc, on avait une industrie qui se développait bien. L'agriculture, évidemment, il y avait une révolution agricole qu'il a appelée l'opération Bokassa, qui a fait beaucoup de bien au pays. Parce que bon, il y avait de la nourriture en abondance, il y avait, bon voilà. C'était ça en fait. C'est les gens. C'est vrai qu'il y avait une dictature, elle était devenue de plus en plus sanglante et ingérable, mais au départ, les choses se passaient quand même bien. Et ensuite, on a eu, je résume, hein, on a eu Dacko II. À ce moment-là, je pense qu'il est entré… En 1979, c'est oui, ça. dans une telle mégalomanie que même ses partenaires commençaient à être embarrassés. Et donc, on a décidé de l'écarter. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Euh, C'était en fait, c'était une dictature ou bien… C'était une dictature, oui, puisque ça serait long à expliquer. Les gens étaient embastillés pour un oui, pour un non. Il n'y avait pas de budget, mais ça fait pas. Il n'y avait pas de budget d'État en fait, hein, mais les choses étaient dépensées quand même, aussi pour le bien de la population. Et donc, si vous voulez savoir les détails de la dictature, je crois que je ne suis pas à même de vous expliquer tout ça là, mais c'était une dictature qui, au début, probablement était nécessaire. Hein. Aujourd'hui, j'ai la position de femme politique et je me dis, pour certaines populations, pour les mener au bonheur et au développement, il faut leur, en quelque sorte, imposer les choses. Comme les pays asiatiques l'ont fait, beaucoup de pays asiatiques l'ont fait à ce moment-là, et les gens n'étaient pas contents au début, mais 5 ans après, ils ont compris que c'était pour leur bien. Et dans ces pays-là, maintenant, comme Hong Kong, comme les Philippines, comme même la Tunisie, hein, c'était ça un peu. C'est le leadership, en fait. Hein. Quand on a un bon leadership, hop, ça vous tire vers le haut. Et donc, lui, il avait un bon leadership pour tirer sa population vers le haut. Il a construit, il a bâti, il a créé des hôpitaux, l'université, ça a été lui, etc. Les routes étaient bonnes, il y avait des hôpitaux. En fait, on était soigné gratuitement, même des dents et même des yeux. Alors qu'en Europe, on paye tout ça, surtout les dents, les yeux. Mais il y avait une politique sociale, quoi. Absolument, il y avait une politique sociale. Mais après, à un moment donné, ça a basculé. Hein. C'est devenu franchement la dictature. Donc, on tuait, on embastillait, etc. Et donc, à ce moment-là, Dacko II est arrivé. Donc, on a fait venir Dacko. Donc, Bokassa, en fait, était parti ou on l'a fait partir, je ne sais pas, pour une mission chez Kadhafi en Libye. Et après lui, bon, bah voilà, le Transvaal français est arrivé, tout le monde connaît l'histoire, et ça a été Dacko. Et Dacko II, c'est pareil, donc on a recommencé à payer les salaires correctement, et l'industrialisation s'est poursuivie, l'agriculture également. En fait, bon, c'était pas un développement fulgurant, mais les gens vivaient correctement, et au début, il n'y avait pas de troubles. Et il a commencé à y avoir un souci parce que il y avait une pression sociale très forte sur lui, sur le président Dacko. Et on a commencé à voir des grèves. Il y avait beaucoup de grèves, il y avait beaucoup de revendications et on a commencé à avoir des attentats. On a eu un attentat extraordinaire, oui, dans une salle de cinéma.
une de nos plus grandes salles de cinéma au centre-ville, qui faisait en même temps… Qui organisait ces attentats. On a placé une bombe, hein, donc c'était organisé, c'est clair. C'était organisé pour lui mettre la pression et puis donc il a été sensible à toute cette pression et pour ne pas qu'il lâche le pouvoir à n'importe qui parce qu'il avait l'intention de le faire, mais on ne savait pas trop comment. Son entourage, son premier cercle, lui a suggéré fortement de remettre le pouvoir à Kolimba. En fait, quand on dit coup d'État de Kolimba, ça n'a pas été un coup d'État. Mais pourquoi on parle d'échec électoral de Kolimba? Ça, c'est après. Ça, c'est après. C'est après, d'accord. Oui, oui. Je vais le faire rapidement parce que pour ne pas prendre trop de temps, mais j'essaye de résumer. Donc, le pouvoir a été remis à Kolimba sous la forte suggestion de son premier cercle. Et pourquoi ce choix? Pourquoi très rapidement, mais sans m'étendre, que dans son premier cercle, il y avait également des parents à moi. Donc, je connais un peu l'histoire. Mais on lui remet… mais je ne comprenais pas encore la politique à cette époque-là, hein, j'étais trop jeune, mais maintenant, je comprends bien les en dessous. Mais c'était… Kolimba a été chargé, avait une mission, en fait. C'était une mission de remettre de l'ordre, de calmer, en fait, la population, de calmer toutes ces revendications-là, de mettre l'ordre militairement. Et une fois que l'ordre serait rétabli, de rendre le pouvoir à Dako. C'était naïf d'ailleurs, hein. C'était bon, mais c'était comme ça. Et puis il y avait aussi des liens familiaux qui font… C'était une gestion villageoise, familiale. Oui, voilà, on s'est dit, c'est un peu la famille, donc il va pas faire d'entourloupe, quoi, façon de dire. Mais le problème, c'est que bon, le pouvoir n'a pas été rendu, parce qu'une fois qu'on l'a, on le garde, on l'aime et on le garde. Voilà, c'était pas un coup d'État, mais c'était, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, sous Kolimba, il n'a rien construit, et c'est là où le pouvoir est devenu clanique. Et je vous parle de manière objective, parce que moi-même, je fais partie, disons que c'était le clan des Yakoma. Et moi, je suis Yakoma également. Mais je parle de manière objective et je fais une analyse telle qu'elle est, hein. Donc, ce pouvoir est devenu clanique. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de Yakoma dans l'armée et puis dans l'administration, etc. Et puis, voilà. Donc, après Kolimba, pour faire très rapidement, il a commencé à y avoir des mutineries militaires, hein, des mutins. Donc, il y avait la pression des mutins, il y avait, ça tirait, parfois ça tirait un peu partout. Et donc, finalement, c'est là où on arrive aux élections. Donc, sous pression… En quelle année, là? Des élections ont été organisées. En quelle année? Ça doit être en 93, je pense. Je ne sais plus. 93. Et donc, des élections ont été organisées. Et c'est là où Patassé est entré dans la danse, hein, mais il était déjà dans la danse avant, mais il a été candidat. Et puis, voilà, l'historique, c'est à peu près ça. Donc, Patassé arrive au pouvoir à la suite d'une élection. Il est élu démocratiquement. C'est bien Patassé a fini par être élu démocratiquement. Alors, mais qu'est-ce qui n'a pas marché après entre Patassé et ceux qui sont au pouvoir, y compris, puisque vous étiez plusieurs fois ministre, ça veut dire que moi, j'étais ministre plus tard, hein, ce n'était pas encore à ce moment-là. Hein. Oui, mais durant cet intervalle, de Patassé jusqu'au président actuel, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je voulais poser cette question sous forme de transition. Vous organisez plusieurs accords de paix. Plusieurs accords. Je ne sais pas combien d'accords que vous avez organisés. Si vous voulez savoir que je vous parle… Oui, mais je fais une transition parce que, en fait,
si vous voulez, c'est le sens de ma question que je vous ai posée. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre Patassé et celui qui est actuellement au pouvoir? Et Non, je fais la transition avec… d'abord. Bozizé d'abord. voilà. Ben, sous Patassé, globalement aussi, la gestion qui commençait déjà à être clanique, hein, et ethnique, etc., et familiale, elle s'est sous Kolimba, je veux dire, elle s'est poursuivie sous Patassé. Donc, c'est pareil, je passe les Et détails, hein. pourtant, il a été élu démocratiquement. Il a été élu, mais ça n'a pas empêché qu'il y a eu des pogroms contre les Yakomas, Voilà. les d'avant, etc. C'est tout ça qui nous a menés vers la débâcle d'aujourd'hui, en fait. Hein, quand on met, c'est comme des morceaux de puzzle, vous savez, qu'on met les uns après les autres, et après on arrive au résultat final. C'est tout ça. Et donc, la gestion de Patassé a été également très clanique, très. Dans l'armée, il y avait que des Saras. Dans l'administration, donc les Yakomas et tout le reste. Vous voyez comment le clanisme est arrivé petit à petit, qui n'existait pas avant. Hein. Et donc, dans l'administration, etc. Et voilà, il y a eu des milices de Patassé. Et c'était en fait une gestion du pouvoir qui est devenue très, très sanglante. Hein. Très sanglante. C'est-à-dire que des gens se faisaient tuer, il y avait des hommes de main dont je ne vais pas citer le nom là, mais des hommes de main qui faisaient le travail. Donc beaucoup de gens ont été assassinés. Et donc, les esprits… Donc, après Patassé qui arrive, après Patassé, donc Patassé arrive avec un pouvoir clanique qui a commencé avec Kolimba aussi. Hein, Oui, mais ça a voilà. démarré sous Kolimba, il faut l'admettre. Hein, ça a Voilà. démarré sous Kolimba. Donc Patassé Donc, arrive, il poursuit cette suivi, politique clanique. c'est Ensuite, ça. après Patassé, Ça s'aggrave en fait au fur et à mesure. Parce que oui. chaque personne qui va arriver au pouvoir après, va Après avoir… Patassé, oui. Celui qui vient Après après Patassé, Patassé, tout le monde, tous ceux qui arrivent vont avoir une gestion clanique du ah, pouvoir, ethnique. d'accord. Voilà. D'accord. Tous ceux qui sont arrivés sans exception, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et Donc, donc, si je vous écoute, pardonnez-moi, je oui, voulais d'abord rappeler à nos auditrices et auditeurs qui sont nombreux en ce moment, qui nous écoutent donc à travers les 4 continents euh, de notre planète, que nous avons Madame Marie-Reine Hassen, femme politique, diplomate centrafricaine. Alors, donc, si je vous comprends, votre pays ne fonctionne pas à cause de cette gestion clanique qu'on voit au sommet de l'État, qui se vit quoi, au sommet de l'État, oui. Et je qui peux même… perdure, qui se pérennise au sommet de Tout à l'État. fait, tout à fait. Et on va de pire en pire jusqu'à aujourd'hui. Et on peut dire aujourd'hui, de manière très sûre, que, en tout cas, c'est moi qui le dis, hein, et j'assume la responsabilité de ce que je dis. En fait, le malheur de la République centrafricaine, elle vient de ses présidents. Elle vient de ses présidents. Et c'est pour ça que quand on remonte l'histoire, en fait, on commence à la racine et qu'on arrive aujourd'hui, on voit comment les choses se sont passées. On voit qu'à certaines périodes, on aurait pu éviter, on aurait pu dévier ce cercle-là, parce que c'est un cercle vicieux qui s'est mis en place. Et au bout d'un moment, on n'arrivait plus à s'en sortir. Et il y avait les moyens de casser, de briser ce cercle vicieux, mais on ne l'a pas fait. Donc, est-ce que vous voulez, docteur Mouketou, qu'on finisse un peu l'histoire Oui, oui, vous savez, elle est intéressante parce que, vous savez, c'est pas une affaire de genre on a été à l'école. Beaucoup certainement, en nous écoutant, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Moi, personnellement, c'est maintenant que je suis en train de découvrir que le problème dans votre pays, en fait, c'est un problème de gestion clanique qui Oui, oui, mais perdure, qui c'est se ça. pérennise au Mais sommet c'est de ça. l'État. C'est Ça, ça. c'est un élément que personnellement, peut-être les autres étaient informés, vous autres en tant que Centrafricaine, mais je suis sûr que même à l'intérieur du pays, beaucoup ne savaient pas que c'est ce qui mine un peu
le fonctionnement de l'État, hein, de Qui mine le l'administration dans votre pays. fonctionnement de l'État. Voilà. Et pour de nombreuses raisons. Et une des raisons principales, c'est la qualité des gens qui nous D'accord, gouvernent. on reviendra sur cet aspect quand on parlera, puisque nous avons encore une demi-heure, 29 minutes à peu près, quand on parlera de l'élection présidentielle. Mais moi, ce que je voulais aussi savoir, c'est que je vous avais déjà posé cette question. J'ai compté, ça fait plusieurs accords de paix que vous organisez. Où vous êtes à quel niveau avec cet accord de paix de Khartoum? Je crois qu'il a eu lieu en février 2019. Est-ce que vous, en fait, si vous voulez, est-ce que vous allez sortir de tous ces accords de paix? Là, nous sommes en 2020. C'est quand le prochain accord en 2020? 2021, 2030, 2050? À quoi servent tous ces accords de paix, Madame Marie-Reine Hassen? Ben, il est bon de préciser que l'accord de Khartoum n'est que le 13e accord de paix. Hein. Quand même. 13e quand même. Hein. Ouais. Alors, vous avez raison de poser la 13e. question à quoi servent tous ces accords de paix. Mais en fait, Et qui ont commencé sous quel régime? Patassé? Le régime je de Patassé? crois qu'on a commencé des accords avec les rébellions. C'était quand les rébellions ont commencé à s'installer, c'est-à-dire sous Bozizé. Mais avant ça, on avait déjà des forums de paix, on avait déjà d'autres choses. Et tout ça, ça a commencé en 1980, 80-81. Et ça n'a jamais apporté de solution. Bozizé, quand il est arrivé au pouvoir en 2003, il a organisé un forum pour la paix qui était, ça s'appelle pas précisément comme ça, mais c'était un forum qui était destiné en fait à freiner, à empêcher ces crises, à stopper ces crises à répétition. Et donc ça a été très bien fait. C'était un forum qui a été vraiment réussi. Enfin, disons que comparé à certains, c'était bien. Mais le problème, en général, c'est toujours au niveau de l'application. En tout cas, de ces forums. Et c'est ce forum qui a provoqué la transition? Non, 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 pas la transition, la dernière, non. Non, ça c'était, on remonte à, bon, je ferais mieux peut-être d'éviter de remonter dans l'histoire parce que ça peut prêter à confusion, mais souvent il faut le faire pour comprendre la suite. Donc on a commencé à avoir des forums, des forats comme ça, qui drainent de l'argent de l'extérieur, des aides. C'est ça qui est important en fait, parce que les gens sont beaucoup plus intéressés par les perdièmes, par ce qu'ils gagnent avec ces forums-là. Et d'ailleurs, ça. Et quand vous parlez des gens, quand je fais, Oui. en préparant cette émission, c'est surtout les milices, les guérillas qui surgissent de gauche à droite, que vous convoquez dans ces forums avec des chefs d'État, des ministres, pour se partager, bien sûr, ces périodes. Mais en fait, la grosse erreur, hein, on en a fait beaucoup, mais une des grosses erreurs, et ça a été pour le président Bozizé de négocier avec ces premières rébellions-là. On n'aurait pas dû, au départ, négocier. Moi, je suis entrée dans le gouvernement en 2006 et avec mon esprit et mes différentes expériences américaines, européennes, africaines, de Centrafrique, etc., et mes connaissances également en matière de relations internationales, donc de négociations internationales, de tout ça. Je suis arrivée en Centrafrique en 2006 et j'ai trouvé une situation où il y avait déjà quelques rébellions qui menaient la vie dure au pouvoir et le pouvoir s'était mis à négocier avec eux. C'est quelque chose que je n'aurais pas fait au départ parce que de manière globale, on a nourri ces rébellions-là. On a nourri parce que à ce moment-là, ils étaient, quand je suis arrivée en 2006, ils demandaient des rançons.
C'était pas des rébellions qui avaient des gros moyens. Donc, ils saisissaient des gens, des préfets, tout ce qu'ils pouvaient, des médecins, et ils demandaient des rançons au gouvernement, et le gouvernement leur versait les rançons. Et donc, je suis arrivée là-dedans, et je comprenais pas trop, donc j'ai dit ce que je pensais, hein, comme je suis assez disons, j'ai un franc-parler, oui, je suis direct. Moi, j'ai dit, je ne comprends pas. Et j'ai dit, Franco, que si nous continuons à négocier, on va jamais s'en sortir. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on gère ce type d'affaires-là. Il ne faut pas négocier. Et bon, je ne vous dirai pas les détails, ça va être trop long, mais j'avais ma manière assez tranchée. Ce sont des secrets d'État. Et voilà, assez tranchée de gérer la situation. On aurait arrêté tout ça. Il fallait arrêter tout ça à ce moment-là. Et on n'a pas eu excusez-moi, c'est un terme que j'avale, on n'a pas eu les pour être assez fort et stopper tout ça là. Et puis ça a continué, donc voilà, on a pris l'habitude et chaque pouvoir qui est arrivé après a fait mieux que le précédent dans les négociations avec les groupes armés. Donc on leur a donné de plus en plus de pouvoir, on leur a donné de plus en plus d'assurance et aujourd'hui on se retrouve avec des groupes exogènes qui viennent puisque, qu'est-ce que vous voulez, c'est un territoire ouvert à tout. On n'a plus d'armée pour nous protéger comme avant, comme à l'époque de Bokassa. Personne n'aurait osé mettre les pieds en Centrafrique. On n'a plus tout ça, donc les frontières sont ouvertes, tout le monde vient entrer. On arrive d'aussi loin que le Niger, que de partout. Tous ces mercenaires, pour moi, ce sont des bandits qui arrivent et qui, au bout d'un moment, on leur donne la puissance, on leur donne le pouvoir, on les institutionnalise. Et ça, l'institutionnalisation des groupes armés a commencé sous le régime de la transition. C'est-à-dire après le passage de la Seleka et de Todja à la présidence de transition, on a commencé à institutionnaliser ces groupes armés, à leur offrir des postes. Mais ce n'est pas ça qui allait régler le problème. Et on avait Qu'est-ce qui devait régler les problèmes avant de donner la parole à Jacques Roger qui va poser aussi quelques questions? Qu'est-ce qui allait régler les problèmes? C'est ce que déjà je ne vous ai pas dit que j'aurais fait à la place de Bozizé en 2006. Hein. Pour moi, c'est comme ça, c'était ma vision des choses. Hein. J'aurais été radicale. Et je peux vous en dire un peu. Au tout départ, il fallait… C'est-à-dire être radical, c'est-à-dire… Au tout départ, il fallait montrer qu'on était un pouvoir fort. Un pouvoir fort, on ne le manipule pas comme ça. Un pouvoir fort, les rébellions qui en fait sont des coupeurs de route, des Araguina, parce qu'il n'y a pas vraiment de revendication réelle, on ne se laisse pas manipuler. Et quand on est un pouvoir faible, on se laisse manipuler et on se laisse envahir par toutes sortes de bandits et de rébellions. Et c'est ce qui nous est arrivé. Et donc, même après, pendant la transition, ça aurait été moi à la transition. Voilà, justement, avant de remettre la parole à Jacques Roger, puisque vous parlez de la transition, justement, qui a eu lieu, je pense, en 2014, hein, si je me trompe. Alors, vous avez un profil professionnel que j'ai présenté au début de l'émission, un profil professionnel, politique, diplomatique. Alors, pourquoi Madame Marie-Reine Hassen n'avez-vous pas été choisie pour diriger la dernière transition de 2014? Je pense que votre nom circulait dans le milieu diplomatique. Est-ce que c'est votre franc-parler Je pense que oui. Et en plus, j'étais très active à ce moment-là. Et je pense que c'est comme ça que les médias
africains, européens et mondiaux m'ont connue parce que j'étais très active au niveau de la communication. Tous les médias occidentaux. Des médias occidentaux, oui, et africains aussi, hein. Africains aussi, oui, oui. J'ai parlé dans les médias de Côte d'Ivoire, j'ai parlé dans les médias camerounais, les médias africains installés ici, mais installés là-bas aussi. J'ai fait beaucoup de communication en fait, donc j'étais relativement connue et active à ce moment-là. Mais vous savez, c'est une question un peu compliquée, un peu difficile. Oui, mais même si on ne vous a pas choisi, mais vous aurez pu quand même être nommé dans le gouvernement ou bien avoir une fonction. Ça, après, bon, c'est la décision des personnes. C'est-à-dire, quand vous parlez des personnes, c'est-à-dire des personnes. Non, mais d'abord, vous m'avez posé une question, je n'ai pas encore répondu. Pourquoi oui, mais parce que je vous sens un peu gêné. Non, 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 je vais vous répondre. Hein, vous savez, il n'y a pas de tabou. Hein. Alors, ma question, pourquoi vous n'avez pas été choisi? Vous savez, je vais vous dire, même si je ne sais pas trop comment je vais vous répondre, mais pour paraphraser un écrivain de l'époque très connu, je dirais la politique a ses raisons que la raison elle-même ne connaît pas. Voilà. Et ça veut dire qu'il y avait tout un contexte en fait à ce moment-là. Imaginez, les Séléka sont arrivés, Dr Dia a mis en place un conseil national de transition, c'est-à-dire un organe à l'Assemblée nationale de transition, avec un maximum de Séléka, de membres de la Séléka, bien sûr, puisque c'est lui qui l'a mis en place, et un président de ce Conseil national de transition qui était, bien entendu, un proche de Séléka et un ami à lui. Bon, voilà le contexte. Et vous avez un président de la CEAC, je pense que c'était lui le président à ce moment-là. La communauté des États de l'Afrique centrale. La communauté, pardon, des États de l'Afrique centrale, c'est ça. Et les auditeurs qui ne sont pas de l'Afrique centrale, qui sont nombreux aussi. C'est ça, c'est la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, dont le président était Idriss Déby Itno à ce moment-là. À un moment donné, il disait, en fait, on a pensé la même chose, et ce qui a fait faire un article à un magazine tchadien, un journal tchadien qui disait Idriss Déby Itno, je ne l'ai jamais rencontré, hein, et Marie-Reine Hassen sont sur la même longueur d'onde parce que je disais en fait les choses de manière logique en disant un président qui est arrivé de cette façon-là ne doit pas être accepté. Donc, à mon avis, si on ne veut pas courir vers la catastrophe, il vaut mieux mettre en place un collège de 15, je le disais à l'époque, de 15-20 personnes, et un collège qui gérera cette transition. Et dans ce collège, les personnes du collège éliront, choisiront parmi eux une personne capable de gérer donc ce collège et la transition. Il n'y a que comme ça. Et donc tout ça serait fait avec donc la société civile, un peu tout le monde, la diaspora, etc. Moi, je pensais que c'était une décision vitale pour nous, pour tous les Centrafricains, et qu'il fallait que tout le monde soit impliqué dans ce choix du collège. Bon. Et le président Déby avait adopté ce point de vue-là. Hein. Et comme je vous ai dit, je communiquais énormément. Et donc, j'étais ravie parce que je pensais que c'était comme ça que ça allait se passer. Mais à un moment donné, toute la République centrafricaine politique, disons, a été convoquée à N'Djamena. Et donc, tout le CNT, 107 ou 105 personnes quand même, hein, c'était pléthorique, mais on les a tous embarqués dans un avion direction N'Djamena. Et vous y étiez aussi? Non, 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 moi, j'observais ça de loin, non, j'y étais pas. Et il y a eu une décision. Vous savez, la Centrafrique, c'est une série de décisions
disons après, qui deviennent dramatiques, qui deviennent des décisions qui sont mortelles, en fait, mortifères pour la population. Il y a eu une décision qui est sortie de ça, et donc les chefs d'État, l'ensemble des chefs d'État, je pense qu'ils ont réussi à infléchir Idriss Déby, ont décidé que ce CNT, qui à mon avis, et je le disais tout haut à l'époque, était illégal et illégitime, puisqu'il découlait du coup d'État du 24 mars, etc., donc de la Séléka, il était hors de question que ce CNT soit chargé de choisir un président de la transition. Mais malheureusement, en sortant de N'Djamena, c'est ce qui a été décidé. Donc, on a embarqué tout ce monde dans l'avion, direction Bangui. Donc, le choix qui a été effectué, donc, sur Catherine Samba Panza, voilà, qui n'a pas su gérer cette transition, puisque si elle a été gérée, la République centrafricaine aujourd'hui serait sur la bonne voie d'une gestion digne de ce nom, Madame Marie-Reine Hassen. Alors, ce que nous allons faire… Avec ce chapitre, c'est un gouvernement de transition, ce n'est pas un gouvernement normal. Donc, pour moi, c'est un minimum, comme je disais, de personnes. C'est 15 personnes avec un profil très solide, 15 personnes, 20 maximum, et qui font face aux priorités, parce que ce sont des priorités. Et voilà, on n'a pas fait face. Et on n'avait pas beaucoup des priorités à ce moment-là. Il y en avait 3-4, mais ça n'a pas été fait. Voilà. Bien, merci Madame Marie-Reine Hassen. Alors, Jacques Roger, vous avez le micro pour des questions? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je m'entends. Voilà, merci beaucoup. Une émission assez intéressante d'ailleurs. Alors, il y a une question que j'avais voulu poser à Madame depuis pratiquement 2 ou 3 ans, hein, mais là, j'ai la possibilité. Elle est très articulée. J'aime beaucoup sa manière de faire la politique, mais cependant, il y a 2 événements dans sa vie qu'elle n'en parle pas, peut-être mais très peu. C'est d'abord son enfance, hein, le fait d'avoir peut-être passé à peu près 1 ou 2 années très jeune en prison avec sa maman. Qu'est-ce que cela a apporté à Madame? Et ensuite, la deuxième question, au-delà de votre CV, vous avez été première dame de la République de Centrafrique à un moment donné. Ça, vous n'en parlez pas. Est-ce qu'il y a une raison particulière, Madame? Oui, il y a 1, 2 ou 3 raisons. La première, c'est déjà que j'ai beaucoup abordé ce sujet-là dans les années passées. Donc, à partir du moment où c'est fait, je ne souhaite pas revenir dessus. Je ne souhaite pas revenir dessus. Et de toute façon, il suffit d'aller sur Internet. Hein. On est au 21e siècle, on a accès à tout ça. Et je pense que vous pourriez avoir des réponses à vos questions sur Internet. Et ensuite, parce que je suis une femme politique et je ne navigue pas sur le fait que j'étais… En fait, j'étais même pas la première dame. Hein. Il y avait une première dame. Même si moi, j'ai été épousée légalement, c'est-à-dire à la mairie, parce que Bokassa ne se mariait pas, en fait. Hein. Il prenait des femmes, il avait des femmes, mais il ne se mariait pas. Mon histoire est assez particulière. Tous ceux qui m'ont suivi le savent. Je n'aime pas me poser en victime, hein, parce que je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un qui me suis battu après et qui est surpassé tout ça, et je veux pas apparaître comme une victime, donc je n'aime pas trop en parler, mais le fait est que c'est une histoire d'adulte entre mon père et Bokassa et Dako, etc., puisque mon père était conseiller et secrétaire général à la présidence à ce moment-là, de David Dako. Donc, ce sont des histoires entre ces adultes-là qui s'est traduit en fait en vengeance en fait sur nous, sur maman, qui était juste une femme, et sur ses enfants. On était 7 enfants.
Et moi, j'étais la seconde. Et oui, on en a souffert. Mais ça, c'est un autre chapitre. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis une femme politique, je suis quelqu'un de fort et je ne veux pas d'atermoiement sur ce passé-là. Ça fait partie de mon histoire et en fait, ça m'a rendue forte. Ça m'a rendue forte et ça m'a donné l'envie de me battre pour les femmes centrafricaines et pour les enfants centrafricains. Ça fait partie en fait de mes motivations et de ma lutte pour ce pays-là, pour que jamais ce genre de choses n'arrive plus à nos populations. Voilà. Alors, la deuxième question, vous étiez pressenti vous présenter à l'élection présidentielle en 2011, ça n'a pas été le cas. On parle de plus en plus de 2020 ou bien 2021. Est-ce que cette fois-ci, vous allez aller un peu au bout de votre ambition, je peux le dire, de diriger le... Oui, cette fois-ci, je vais aller au bout parce que je pense que beaucoup de personnes espèrent en moi. Et ce qu'il faut pour notre pays, c'est une véritable rupture et un véritable changement. Et quand ça me concerne, ce ne sont pas seulement des mots en l'air, parce que bon, j'ai un projet de société depuis 2010 que je n'attends que de mettre en route pour mon pays. Donc oui, je vais y aller. Je vais y aller cette fois-ci. Mais en 2000, moi je vois d'abord la sécurité des populations avant tout. Hein. Et il y a quelque chose, il y a des communications que j'avais fait déjà en 2015 et où je disais que les élections en RCA en ce moment sont beaucoup trop dangereuses et elles ne résoudront pas le problème. Parce que ça c'est vrai, les élections n'ont jamais résolu les problèmes de la RCA, en tout cas pas dans ces conditions-là. Moi, je disais, elles alimenteront ces élections, plutôt elles alimenteront les tensions et puis les frustrations, parce que les conditions minimum ne sont pas rassemblées. Je disais même que l'après-élection risque d'être explosif, et c'est ce que ça a été. Voilà. Et j'avais peur que ça crée d'autres crises, et c'est ce qui s'est passé. Donc, cette fois-ci, je ressens la même chose parce que vous voyez, on dit que 80% du territoire est occupé par les groupes armés. Mais en réalité, quand on y regarde de plus près, c'est plus que ça. On peut même dire 90% sans se tromper. Occupés par ces groupes armés qui sont institutionnalisés et qui continuent à massacrer les populations malgré les multiples accords de paix, et ce sont toujours les populations qui en souffrent. Et donc, je dirais la même chose. Est-ce qu'on peut aller vers des élections dans ces conditions-là? Et pourquoi est-ce que les priorités qui devaient être traitées au moment de la transition et qui ne l'ont pas été, elles auraient dû l'être après, par le pouvoir en place. Et tant qu'on n'a pas aplani ces difficultés-là, on va se précipiter la tête la première pour aller encore dans des élections, mais qui ne vont pas nous sortir de cet état dans lequel on est. On est en enfer en Centrafrique. On ne va pas sortir de l'enfer par des élections. En 2015, la communauté internationale, c'est-à-dire la France en particulier, a cru se débarrasser de la patate chaude parce que la Centrafrique était devenue une patate chaude. On voulait s'en débarrasser et on a cru que des élections allaient régler les choses. Mais vous voyez aujourd'hui que des élections n'ont toujours rien réglé. Donc alors, voilà. Mais j'y vais pour répondre à votre question. D'accord, merci beaucoup, madame. Alors, la toute dernière question. Votre pays a aujourd'hui comparé un tout petit peu à ce qui s'est passé au Libéria et avec l'avènement de madame Johnson. Et beaucoup de personnes pensent que madame Hassen serait la madame Johnson de la Centrafrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que Madame Johnson Sirleaf, que j'ai eu l'honneur de rencontrer lors d'un sommet quand j'étais ambassadeur, et sur laquelle j'ai écrit également dans un espèce de dictionnaire, voilà. C'est une femme
qui avait, vous savez, pour diriger un pays, il faut des qualités, il faut certaines compétences et il faut il faut une connaissance du pays et de la compétence, parce que je parlais tout à l'heure de qualité. Notre problème en Centrafrique, c'est la qualité des gens qui nous gouvernent. Il suffirait qu'on ait des gens de qualité au sommet pour que ce pays-là reprenne la voie du développement. Et donc, je pense que, sans me jeter des fleurs, je possède ces qualités et je possède les compétences, je connais mon pays. Et je connais également le milieu international, puisque j'y ai travaillé. J'ai travaillé chez moi, j'ai travaillé à l'international. Et puis, j'ai d'autres avantages pour un pays qui est aussi divisé que la RCA. C'est que je ne suis pas du tout ethnique, pas du tout clanique. Donc, il nous faut quelqu'un de mon profil et qui pourra rassembler tout le monde, la diaspora, les gens de l'intérieur, les musulmans, parce qu'il faut savoir que j'ai une grand-mère musulmane. Moi-même, je suis catholique, je suis chrétienne, mais j'ai une grand-mère musulmane, je parle le peul, etc. Donc, je peux aller dans n'importe quel milieu et parler à toutes ces personnes qui se déchirent aujourd'hui, qui se déchirent et qui ce sont des êtres humains et tout le monde a besoin de vivre en paix et de vivre bien et d'avoir une qualité de vie, que ce soit les musulmans, les chrétiens, que ce soit les bantous de l'Est, de l'Ouest ou du Sud. On a tous besoin d'avoir une vie et donc une personne qui a la possibilité de leur apporter ça et voilà, c'est moi. Alors, la toute dernière question avant de tendre le gros micro au docteur Jean-Aimé Moukétou. Vos compatriotes disent que vous avez certainement les atouts, mais l'argent est les nerfs de la guerre. Aller contre un pouvoir à Bangui ou bien en Afrique, ce ne sera pas du tout facile. Alors, que ferez-vous cette fois-ci pour pouvoir surmonter un peu cela? Eh bien oui, ils ont raison, le nerf de la guerre, il faut l'avoir. Mais le nerf de la guerre, il faut savoir que moi, je n'ai pas volé, donc j'ai été un ministre très carré. Certains, c'est vrai que ça prête à rire, mais certains m'ont reproché ça, m'ont dit, mais tu vois, tu as été trop honnête, tu aurais dû voler comme les autres, tu aurais eu des milliards aussi. Vous regrettez un peu? De quoi faire ta campagne. Mais bon, je ne pouvais pas le faire. J'ai quand même eu une éducation, j'avais des principes, j'avais une moralité qui fait que c'est le genre de choses que je ne pouvais pas faire. Mais je compte sur les partenaires, évidemment, extérieurs, sur des soutiens qu'on recherche, pas seulement les soutiens classiques, c'est-à-dire en France, etc. Mais comme je suis quelqu'un qui est travaillé à l'international et qui parle parfaitement l'anglais, donc je pense pousser beaucoup plus, aller aux États-Unis, solliciter l'Angleterre et au-delà. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, madame. Docteur Jean-Aimé Moukétou, vous avez le gros micro. Merci. Alors, docteur Moukétou, réglez vos problèmes de son. Nous avons un problème de son, docteur Moukétou. Merci, merci. On vous entend pas. Merci, je vous entends. Vous m'entendez? Ça va mieux, docteur. Voilà, très bien. J'étais impressionné par la qualité de vos questions, monsieur Jacques Roger. Alors, je vais essayer de reprendre cette qualité que vous avez mise sur le chemin. Alors, vous avez dit que Madame Marie-Reine Hassen, Jacques, restez là, on va essayer un peu de lui poser des questions sur son programme de société, puisqu'elle veut être présidente de la République centrafricaine. C'est en 2021 l'élection, c'est ça? 2020, fin décembre 2020. Oui. Fin décembre 2020. Est-ce que vous êtes sûr que cette élection aura lieu? Je viens d'en parler. Je ne peux pas savoir, je ne suis pas Madame Soleil. Oui, mais au regard de la situation de pandémie. Au égard à la situation, je pense, et beaucoup de personnes pensent qu'il serait mieux de faire glisser les dates de ces élections et les faire, voilà. Parce que vous savez, il y a toujours l'insécurité totale. Voilà, justement, vous dites ceci, vous dites,
je vous cite, hein, en 2021, la République centrafricaine aura à choisir son destin. Soit elle choisira de rester dans le cercle vicieux de la violence et de la paupérisation, soit elle optera pour un vrai changement. En se présentant, vous optez donc pour la seconde solution. Alors, moi, ce que je voulais vous poser, Monsieur Zaproger, je ne sais pas si vous avez aussi une autre question dans ce sens. Comment allez-vous apporter cette mutation que vous voulez mettre en place en 2021 si vous êtes élu? Bon, j'ai un projet de société évidemment qui est bien ficelé, mais je ne vais pas vous le décrire ici. Je vais vous donner juste quelques lignes. Quelques lignes principales. Déjà, au départ, je vous disais que le problème de la République centrafricaine, c'est la qualité des gens qui nous gouvernent. Bon, et ça veut dire que pour commencer, quand on a un bon leadership, et je peux prendre l'exemple de quelques pays africains, qui se développent correctement. Vous avez le cas de quel pays? La Côte d'Ivoire Oui, il y a la Côte d'Ivoire. Vous êtes en ce moment très suivi par des Ivoiriens à l'échelle nationale. La Côte d'Ivoire, juste avant les élections il y a mais la Côte d'Ivoire, de toute façon, c'est l'exemple pour l'Afrique. C'est un pays qui était très sur lequel s'appuyait beaucoup Bokassa à l'époque. Hein. Plusieurs chefs d'État de l'Afrique centrale, même. Hein, absolument. Et je me souviens, non, mais très vaguement, parce que j'étais beaucoup trop jeune, mais par exemple, il a fait importer des baoulés. C'est cette race de bœufs qui était magnifique, des baoulés. Donc, on les a importés en Centrafrique parce que, comme je vous ai dit, on a développé l'agriculture, l'élevage, etc. On a importé des ananas. On les a toujours, les ananas de Côte d'Ivoire. C'est des ananas extraordinaires. Rien à voir avec ce qu'on mange en Europe, hein, avec ces petits machins rabougris. Donc, ce sont des ananas magnifiques qu'on continue à… Oui, la Côte d'Ivoire, c'est un des pays phare. Et puis il y a également un des pays que je voudrais citer, c'est évidemment c'est le Ghana. Il y a eu Jerry Rawlings et aujourd'hui il y a Ado Akufo et qui est et ça ce sont des bons exemples hein, pour l'Afrique. Et puis il y a également le Rwanda avec le leadership. Et c'est le leadership, en fait, qui sort les pays de… C'est un leadership. À partir du moment où vous avez un chef qui arrive à s'entourer des personnes qu'il faut, le pays, en 5 ans, un pays même aussi détruit que la RCA, on peut le mettre sur les rails. Je ne dis pas qu'il va sortir de tout ça, mais on peut le mettre sur les rails. C'est une question de leadership. Et il y a également un pays africain, malheureusement c'est encore un pays anglophone, mais c'est un pays producteur de diamants et dont le président a décidé que les diamants seraient utilisés pour transformer son pays. Et il a transformé son pays comme ça. Docteur Mouketou, est-ce que vous n'avez pas ce pays en tête? Moi, il m'est sorti de… L'Ouganda, Non, c'est le Ghana. J'ai déjà cité le Ghana. Mais c'est un pays Jacques, vous pourriez nous aider? Qui est spécialiste de… si j'avais ma directrice de cabinet, elle le connaît par cœur. Elle n'est pas là à côté de moi. Et je n'arrive pas à trouver. Mais bon, vous avez des pays africains. C'est un pays anglophone. Un développement extraordinaire, vous voyez. Et donc, ça veut dire qu'on peut faire la même chose. Pourquoi on ne le ferait pas? On a tout ce qu'il faut. On a les jeunes. Et la jeunesse africaine, elle est extraordinaire. Comme on disait tout à l'heure, on a plus de 50% de nos populations qui sont jeunes et qu'on peut former pour ceux qui ne sont pas formés,
il y a la jeunesse. Donc, c'est une dynamique extraordinaire. Et puis, il y a les femmes. Les femmes africaines, elles sont extraordinaires, les femmes africaines. Moi, j'étais en Centrafrique il y a quelques mois, au mois de février, j'étais avec les femmes, mais j'ai adoré nos échanges, j'ai vraiment adoré. Et pour moi, les femmes, c'est une force extraordinaire pour sortir l'Afrique, le continent, voilà, pour mettre ce continent sur la voie du développement, hein, de manière globale. Donc, je ne sais pas, votre question, vous vouliez savoir ce oui, que voilà. Voilà, donc il faut le leadership pour… il faut le leadership, il faut s'appuyer, je m'appuierai beaucoup, je disais, sur la jeunesse et les femmes. Oui, mais est-ce que vous ne voyez pas, je vous ai écouté, est-ce que vous ne voyez pas que vous faites peur quand vous insistez en parlant des compétences? J'ai reçu par exemple une question où dit que vous êtes trop intello. Vous êtes trop intello. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait peur à la classe politique? Vous êtes intello et je lis, vous êtes non seulement intello, mais vous êtes populaire. Alors, comment cette popularité n'arrive pas à vous amener au sommet de l'État? Est-ce que c'est les exigences que vous avez? Parce que vous insistez, je vois même dans votre profession de foi, vous parlez des compétences. Vous voyez? Est-ce que vous voulez seulement travailler avec des compétences? Non, tout le monde aura sa place de toute façon. Ce que je veux dire, c'est par rapport au leadership. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un problème de santé quelconque et que vous devez être opéré, je vais vous donner 2 exemples. Que vous devez être opéré, vous devez passer sur le billard. Est-ce que vous allez vous accepter d'être opéré par un menuisier ou est-ce que vous exigerez, selon vos moyens, le meilleur chirurgien spécialisé dans ce que vous avez? Je pense que c'est la deuxième solution pour laquelle vous opterez. Voilà. Et le deuxième exemple, c'est celui que j'aime bien utiliser d'habitude, et mes compatriotes, et surtout les Africains vont comprendre ça, c'est que vous prenez un pilote d'avion, de ligne. Il a la responsabilité de, mettons, à peu près 250, 300 vies dans son avion. Il doit porter d'un point A à un point B. Et cette personne-là, avant d'en arriver là, vous savez par quoi il est passé avant d'en arriver là. Là, c'est un super spécialiste. C'est-à-dire qu'il est d'abord allé à l'école, puis ensuite au lycée, puis il a choisi de faire certainement le bac C, mathématiques, etc. Puis ensuite, il est allé à l'université, il a fait des études spécialisées, etc., etc., jusqu'à arriver à prendre les manettes. Avant de prendre les manettes d'un véritable avion, il y a les simulateurs. Vous savez, donc il faut simuler, etc. Puis ensuite, vous prenez des manettes d'avion, mais ce sont des petits avions, des petits coucous. Et au début, il n'y a pas de passagers, il y a juste un instructeur, etc., etc., etc. Et vous voyez tout le parcours, hein, je résume, mais pour arriver à être commandant de bord, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et si maintenant, en plein vol, vous enlevez ce commandant de bord, en plein vol, je dis bien, hein, et puis vous avez là un architecte. C'est un architecte extraordinaire, on le connaît partout dans le monde, il est hyper riche, il est très fort, il construit des ponts, il construit des immeubles, il est génial. Et vous dites, ah mais oui, mais cet architecte-là, il est fantastique, il est très intelligent, il est matheux, il est tout, il peut très bien prendre les manettes de cet avion et vous le mettez là. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? L'avion, il va s'écraser avec tout le monde dedans. Pourquoi? Parce que chacun a sa spécialité. Chacun a sa spécialité. On peut être très bon en mathématiques, on peut être très bon, je ne sais pas, un très bon médecin, on peut être un très bon bâtisseur, mais ne pas être un bon chef d'État, parce qu'il y a des qualités qu'il faut pour être un chef d'État. On n'arrive pas en disant « je vais apprendre », comme en Centrafrique, j'ai entendu beaucoup de ministres, hein, j'étais dans un gouvernement, on met des gens qui vont apprendre. Mais non, c'est la vie des gens.
c'est la vie de tout un pays. Donc, il faut arriver avec, c'est pour ça que je le dis, c'est pas parce que je méprise les autres qui n'ont pas de compétences, c'est parce que je dis à chacun son métier. Donc, moi, par exemple, si on me donne un hectare de terre et on me dit fais pousser, je ne sais pas, des patates douces, est-ce que je vais savoir quelle période il faut pour planter ces patates? Comment on les plante? Est-ce que c'est des boutures? Est-ce que c'est des graines? Est-ce que c'est quoi? Et comment il faut arroser? Ça, c'est une spécialité. Et l'agriculteur, je l'admire parce que lui, il maîtrise ça. Parce que lui, il va me faire pousser les patates, les maniocs, tout ce que tu veux. Et c'est sa spécialité. C'est pas la mienne. Donc, si chacun a sa spécialité, eh bien, on va avancer en Afrique. Mais tout le monde veut être ministre, tout le monde veut être président, alors qu'on on peut pas. On peut pas. Et donc, le pays s'écroule. C'est tout. D'accord, très bien. Alors, nous allons bientôt terminer notre émission. J'ai encore 2 questions. Ensuite, je donnerai la parole à M. Jacques Auger et je vous demanderai de faire votre mot de la fin. Alors, avant donc d'arriver à cette conclusion, Madame Marie-Reine Assène, je vais vous poser quelques questions très simples. Hein. C'est quoi votre vision diplomatique? Est-ce que vous avez un réseau à l'échelle africaine? Est-ce que vous êtes un futur membre du syndicat des chefs d'État africains avec le docteur Alassane Ouattara, les autres forts présidents sénégalais? Quelles sont vos relations actuelles avec le président actuel de la République centrafricaine? C'est une question que votre compatriote vous pose depuis la République centrafricaine. Votre président s'appelle M. Faustin Archange Touadéra, c'est ça? Oui. Mais je vais commencer par la dernière question. Quelles sont mes relations avec Faustin? Vous vous rencontrez souvent? Vous êtes rencontrés? Vous téléphonez? Justement, vous étiez au gouvernement ensemble, je pense, hein, n'est-ce pas? On était, voilà, exact, Jacques. Ah, Jacques Roger, c'est parfait, ça, je ne le savais pas. D'accord. Voilà. Oui, Jacques Roger, vous voyez, il sait. Hein. En fait, j'étais dans le gouvernement. Quand je suis entrée dans le gouvernement en 2006, il y avait un Premier ministre qui s'appelait Élie Dauté, qui était là. Et puis ensuite, quand Élie Dauté a changé, et le président Bozizé a fait entrer Faustin Archange Touadéra, qui était à l'université, recteur de l'université. Il l'a fait entrer au gouvernement comme Premier ministre. Donc oui, on se connaît, on a travaillé ensemble, puisque j'étais dans le gouvernement jusqu'à ma démission en 2009. Quelles sont mes relations avec lui? En fait, je n'ai pas aucune raison d'en vouloir à une personne particulière, à qui que ce soit. Vous avez vu, j'ai décrit le pays de manière très objective. Je suis pas vindicative, je suis pas dans la bagarre, je suis pas dans dire mais celui-là il a foiré et l'autre il est pas bon et machin. Non, je vous ai expliqué que c'est un processus en fait, et que en République centrafricaine, ce n'est pas une affaire de changement d'homme. C'est un problème de changement de système. C'est un système qui ne fonctionne pas et qu'il va falloir changer. Et c'est à ça que je vais m'atteler moi. Donc, je n'en veux pas spécialement à Faustin Archange Touadéra. Il est là. Comment il est arrivé? Puisque j'ai lu quelque part que vous étiez, ça fait pas longtemps, en République centrafricaine. Est-ce que vous vous êtes rencontrés? Puisqu'il a rencontré, je crois, les anciens chefs d'État. Vous, en tant qu'ancienne ministre, non, j'ai pas eu l'honneur d'être reçue par le chef de l'État. J'ai posé une demande d'audience, mais je n'ai pas reçu de suite. Et pourquoi? Ça veut dire ce que ça veut dire déjà, hein, madame? Mais pourtant, il m'avait reçu 1 an après son arrivée au pouvoir. J'étais en Centrafrique et j'ai demandé à le voir. Il m'a reçu. Hein. Voilà. Et il y a quelque chose de paradoxal. Vous êtes très populaire du côté des populations, mais vos adversaires politiques vous traitent de bourgeoise. Vous êtes une bourgeoise. Oui, c'est ce qu'ils veulent faire croire, en fait, les adversaires politiques. Cette image vous colle un peu, là. Vous êtes bourgeoise. Et on dit même bourgeoise peule.
une Mais non, bourgeoise je ne Peul. suis pas bourgeoise Peul. En fait, c'est n'importe quoi. Le fait est que les adversaires ont dit au départ, ah oui, mais elle, c'est la petite bourgeoise qui habite Paris, qui connaît pas le pays, qui parle même pas le sango, etc., etc. Mais j'ai démontré par A plus B que je maîtrise bien mon pays et que je parle parfaitement le sango parce que moi, j'étais pas un ministre vous savez, comme nous les Africains, il suffit de passer un an en Europe, on ne sait plus parler la langue du pays. Moi, je suis arrivée en tant que ministre et c'est pour ça que les médias en Centrafrique m'aiment bien parce que je parlais sango dans mes Et interventions. au début, vous avez dit que vous parlez une langue Peul qui s'appelle comment? Je cherche. Non, c'est la langue Peul, c'est le Fulfulde, c'est le Pulaar. En Afrique de l'Ouest, on appelle ça Pulaar. Vous avez dit qu'il y avait, vous avez dit qu'il y avait des Peuls en. Je pose cette question parce que les Peuls sont un peu, c'est vrai qu'ils sont un peu dispersés à l'échelle africaine. Oui. Quelle est l'importance des Peuls en République centrafricaine sur le plan politique? Sur le plan politique, économique aussi, non? Ils c'est plutôt économique que politique, hein, les Peuls. Hein. Et c'est maintenant, avec l'arrivée probablement de Séléka et du changement du paysage politique, qu'on commence à voir des Peuls. Mais sinon, avant, les Peuls, c'était plutôt économique parce que ce sont des éleveurs. Ma grand-mère, c'était une propriétaire de cheptel. Hein. Et c'est plutôt des éleveurs et c'est plutôt des commerçants. Voilà. Éleveurs. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que les Peuls ne doivent pas diriger leurs États, ils doivent plutôt se contenter de l'économie? Comme c'est un peu le même discours qu'on écoute en République de Guinée. Oui, mais c'est pas le cas en RCA. Oui, mais ce n'est pas du tout le même contexte et ce n'est pas du tout la même approche des choses. Je sais à peu près ce qui se passe en Guinée puisque j'ai des amis de Guinée. Vous êtes Peul par votre père ou bien votre maman, votre grand-mère? Mon père, ma grand-mère paternelle. D'accord. Jacques, j'ai des questions dans ce sens? Non, ça va, je pense. Alors, je réponds au fait qu'on dit que je suis bourgeoise. En fait, c'est pas du tout ça. Hein. Moi, j'ai eu des grands-parents. Mais cette image vous colle. Hein? Je sais pas, les gens veulent ça, mais en fait, c'est faux. Et parfois, on est surpris de vous voir avec les populations. Oui, moi, je vais vers les populations. Au contraire, je suis une personne très simple. Alors, comment vous allez mener votre campagne dans un pays en partition qui vit dans une insécurité totale? Déjà, bon, je veux pas vous donner toutes mes cartes. Ça doit être quand même une exigence politique de toute la classe politique, sécuriser le pays. Oui, il faut la sécurisation du pays de toute façon avant les élections. Même si ce n'est pas tout le territoire, il faut sécuriser un maximum, vraiment une bonne partie du territoire. Ça, c'est certain. Mais personnellement, je ne vais pas vous donner toutes mes cartes, mais je suis quelqu'un qui agit de manière, disons, je suis une femme politique, je suis une diplomate et je crois que j'ai un petit brin d'intelligence. Et ce qui fait que je peux aller dans certains endroits et on peut m'accueillir sans me créer de problème. Si jamais le pays n'est pas sécurisé, il y a des endroits où je peux aller parce que j'ai mes contacts là-bas, parce que j'ai déjà plus ou moins organisé ça et je peux faire campagne dans certains endroits. D'accord. Merci. Mais je ne vais pas tout vous dire, évidemment, là. Merci, Madame Marie-Reine Hassen. Alors, nous allons arriver à la fin de cette émission, mais nous allons vous donner une grosse conclusion, voilà, sous forme d'essentiel. Donc, entre 5 et 10 minutes, vous allez nous présenter votre vision économique, votre vision diplomatique, votre vision culturelle. Qu'est-ce que vous voulez faire de la République centrafricaine? Comment faire sortir ce pays qui, vu de l'extérieur, nous autres, on constate que le pays est bloqué. Madame Marie-Reine Hassen. Bon, déjà, je ne vais pas vous donner toutes mes billes hein, parce que j'annonce déjà aux personnes qui aimeraient voir mon projet de société qu'il sera mis en ligne
sur un site, j'ai un site. J'ai l'impression que vous avez peur de développer vos idées. Vous avez Non, peur non, qu'on vous les pas du pique? tout. Vous avez peur qu'on vous les pique? Non, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que pour moi, pendant longtemps, je voulais juste que le pays change. J'avais pas de calcul, j'avais pas de calcul bas et politicien. En fait, je disais tout. Je disais, je donnais les solutions. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il vaut mieux ça, etc. Ça va pas. J'ai toujours été comme ça parce que je veux que le pays sorte de la misère, peu importe qui est à la tête du pays, je veux juste donner mes idées, j'étais comme ça. Mais le problème, c'est qu'on a pris mes idées, on s'en est gargarisé, mais on ne les a pas appliquées. Donc, aujourd'hui, je préfère garder tout ça, rester un peu en retrait, ne pas trop divulguer, et je le ferai le moment venu. J'ai un site, donc ça sortira sur le site. Et comme beaucoup de gens m'ont demandé d'écrire un ouvrage sur la politique, un ouvrage politique, hein, pas concernant ma vie privée. Et donc, maintenant, j'ai assez d'éléments, j'ai assez étudié la chose de l'intérieur, de l'extérieur, et je suis prête à sortir un ouvrage. Et donc, on aura, assez rapidement, hein, donc on aura ma vision des choses et on saura comment je compte mettre le train en marche, avec tous les Centrafricains dedans. Parce que je ne suis pas clanique, je ne suis pas tribaliste. Moi-même, je suis un melting pot, hein, qu'on le sache bien. J'ai un peu de tout dans moi. J'ai du Peul, j'ai du Yakoma, j'ai du Banziri, j'ai du français, j'ai un peu de tout. Je suis née à Lindao, donc je suis Banda. J'ai été mariée à Bokassa, donc je suis de la Lobaye. J'adore les gens de la Lobaye. J'aime pour moi, tous les Centrafricains, Nord, Sud, Ouest, c'est pareil. Donc je veux le bonheur de tout le monde. Et maintenant, si vous voulez que je vous dise ce que je veux faire de manière globale. Et il y a certains dans votre conclusion et certains qui souhaiteraient quelques messages en sango et en peul. Ah, d'accord, ok. Bon, Aïta Timbia centrafricain, hein. Mingi na popotia la tene bike zonde binga titene sangwape binga swape na kala swa ingambiape. Tona moso moingambi moinga ndatimbi moinga atatimbi ya zotimbi ti Centrafrica pas des moinga motenen bike vrai centrafricaine bike vrai itatia la mamatia la ti kodro et puis ye son billet avec titane dunia tiala okona oko a changé. Voilà kala a zoti diaspora soit la kena ingangondo tiala. Voilà la ke zoti a ti kodro kao billet titane zokwe a duti zoni a tenti mara ke da petenti nyakape. Tonati giri a titane zokwe a duti zoni. Mi hofni on, ça c'est le Peul maintenant, hein. Mi hofni on der libeam fulbe. Mi hofni on pat min maira maon. Mivi minkam bana mivi on milaman milamata ngammi di lamugo hosugo chede wujugo ni na kanjumon minkam tomi di lamugo ngammi di onon pat on vurtander boneto ngam yimɓe ɗo yaha bone walla on walla haɓen walla moyfu ko moyfu ɗo yaha bone nder wuro ɗo e onon mi hofni on yimɓe yaasi yimɓe ha Tchad walla Cameroun walla réfugié pellel feere mi hofni on pat min kam komi yiɗi on lora wuro mon on heɓta kuje mon suudi mon on heɓta jawdi mon pat lora e en hawta en vo'ina wuro amin mi hofni on pat mi yiɗi on pat kam. Et en anglais enfin, hein? Pour nos auditeurs anglais. En anglais? Hey, oui. What do you want me to say, Dr. Muketo? Surtout Mr. Jack Roger. Yeah, Mr. Jack Roger, thank you. Thank you for having me today in your studio.
I am a woman who is going to be the president of the Central African Republic, because I want to change this country. It's just a wonderful country. It has everything it needs to grow. It has all the huge animals. It has all the trees, all the vegetal, everything. It's got everything. The nice people. I love the people. It's my country. I love the young people, the women, and everybody. And I just want everybody to just live well, to have a quality life. And we can do that because we are not numerous. We just, you know, the people are just like about 3.5 million. That's all we are in a huge country with all the wealth we need. We have all the wealth. So I need you guys. I need the Central African people, everybody. I need the African people to support me, because I need your support, all the African people, so we can change our continent, the whole continent. Because if the heart of Africa change today, everything is going to change around. All the countries of the central region are going to change, and all Africa is going to change. We want to show a different picture, not just the picture of people dying from hunger, dying because they kill each other, because they don't understand why they are killing each other. So everybody can be happy in our country, and that's what I want. Indeed, I really did appreciate it. Thank you very much. Okay. Yeah, we're definitely going to have a time to talk about your country another time, madam. All right, thanks. Thank you, I really appreciate it. Bye, Dr. Mketou. Bye-bye. Merci, Madame Marie-Graine. Bye, Dr. Mketou. Thank you for having me. Thank you, Jacques Roger. Hope to see you soon. Thank you. See you. Bye-bye.